Cette semaine, dans le balado, on exorcise les démons du passé et on exorcise des démons tout court. Bienvenue à mon ciné balado, en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut, Jeff. Salut. Quel film est lequel dans cette présentation? On vous laisse deviner. Ouais. Donc, quand même, c'est une semaine attendue en termes de sortie. Quand même 2 films importants de l'automne. Oui. On s'en cachera pas. Mais avant de vous jaser de tout ça, petit tour d'actu. Alors, je me lance. Ouais, vas-y. D'accord. Vas-y. J'ai une nouvelle qui m'a fait penser à toi. OK. pense- Américaine ou québécoise? C'est Ou internationale? c'est américain, je pense, mais ça ne concerne pas la production de films. OK. Ça concerne Letterboxd. Ah ouais? OK. Ouais, c'est que tu aimes bien, que tu es même membre et que tu participes de temps à autre, n'est-ce pas? Activement. Activement. Letterboxd a été acheté par une corporation canadienne, Tiny. Je ne sais pas si tu as vu ça passer cette semaine. Non, Ouais, OK. pour la somme de 50 millions de dollars. Ouais, OK, quand c'est même. ça. Ça doit quand même bien se prendre. Quand même, le site j'avais lu qu'il avait été parti quand même en 2011. Mais c'est surtout pendant la pandémie là, que ça a acquis une certaine notoriété à cause du confinement et tout ça. Donc, on dit que la plateforme va rester essentiellement la même. Là, on va garder la même mission. Mais là, j'ai hâte de voir ton son de cloche. Mais ça a l'air ouvrir ça aux séries télé. Puis là, je sais qu'il y a beaucoup de puristes, vu que Letterboxd à la base est un site plus sur les films. De même, ça me dérange pas tant parce que tu t'écoutes quelque chose, puis tu le publies à ton réseau, puis fait que si ton réseau écoute pas tant de séries télé ou quoi que ce soit, j'ai pas vraiment C'est complémentaire pour toi, ça. Ouais, j'ai pas vraiment de problème avec ça. C'est comme un peu de dire que sur IMDb, il y a les deux quand tu fais des recherches. Ben là, c'est que tu logs, donc tu inscris ce que tu écoutes, puis tu mets une note puis une critique personnelle. Puis si tu cliques sur un film, là, tu peux voir toutes les critiques qui ont été faites. Mais sinon, dans ton genre de feed, tu vas voir juste ceux des gens que tu suis. Ouais. Puis ça demande pas non plus, un peu comme Twitter, ça demande pas d'adhésion. Là, fait que tu peux décider d'aller suivre Quentin Tarantino s'il est là-dessus. Puis c'est comme ça que ça marche. Là. Ouais. Fait que, par contre, moi, je paye pas, mais je sais qu'on peut payer Ouais, pour c'est être ce que j'ai dessus. vu, Puis là, ouais. tu as le droit à plus, en fait, surtout de statistiques sur tes C'est affaires. ça. Ce qui est quand même intéressant, mais j'ai juste pas toujours fait. Fait que ça te dit combien de films cette année, le pourcentage de films avec tel comédien, comédienne, le genre, la nationalité, etc. Là. Fait que, Ouais, j'ai vu que c'était 19$ par année. Pour ouais, c'est ça. C'est vraiment pas si pire. Là. Américain Peut-être sûrement, mais bon. Il faudrait que je me mouille. Puis c'est fou parce qu'il y a plusieurs années, j'avais eu cette réflexion-là. Que je me disais, c'est plate parce que je parlais de films avec des amis et tout. Puis je trouvais qu'il n'y avait pas de réseau social dédié à ça. Mhm. Et à ce moment-là, on était déjà très fan de Untappd, qui est une application exactement pareille, mais pour la bière. Fait que tu découvres des endroits. La force d'Untappd aussi, c'est que ça permet de savoir quelle bière est disponible dans quel bar, là, si le commerçant met à jour son application et tout. Là. Fait que pour les fans de microbrasserie et tout, puis je me disais, non, ça prendrait ça, mais comme pour les films. Cela dit, ça devait être ça, 2011, 2013 à peu près. Fait que je pense Peut-être que 50 millions plus riches aujourd'hui. je pense qu'il y a quand même une part qui me reviendrait parce que j'ai eu l'idée, là. C'est ça, ben oui. Ben oui, puis tu sais, j'étais embarqué dans l'application il y a 1 an. Genre. Fait que, pour vrai, c'est ça, je comprends que ça a explosé pendant la pandémie et tout, parce que le monde écoutait plein de films, Ben puis oui. manière de socialiser, mais en même temps, je pense que ça s'est fait beaucoup par le bouche et oreille, parce que moi, je savais pas c'était quoi jusqu'à temps que je vois des collègues de travail l'utiliser. Puis, tu sais, OK. mais personne m'est jamais arrivé en disant tu connais pas ça, c'est malade. Là. Tu sais, c'était comme qu'est-ce que tu fais? Ah, j'ai inscrit mon film là-dessus. Ah. Puis ça a pris une couple de fois avant que je me dise OK, tu sais, parce que c'est comme un peu dans un magasin, là, une nouvelle carte de fidélité, est-ce que ça vous intéresse? Oh, là, je suis pas sûr. Là. Fait que c'est une application de plus, mais Ouais. finalement, je la trouve plus fun. Puis de plus en plus, je préfère prendre. Ben là, j'ai laissé tomber, c'est de la bière, là, mais je préfère prendre des applications de même puis moins utiliser Facebook, qui est comme une espèce de généraliste perdu dans la publicité et tout. Là. Fait que, Ouais. Ben, on parle qu'il y a 10 millions d'utilisateurs quand même pour Ouais, c'est ça. Letterboxd. Fait que, c'est quand même pas mal moins que ouais. la plupart des autres médias sociaux, mais c'est très niché. Fait ben, c'est que, ça, tu vas chercher exactement ce que tu as de besoin au lieu des fois de perdre du temps dans des trucs plus comment dire, futiles, disons ça comme ça. Ouais, puis ce qui est drôle, c'est que
sais, j'écris des mini-critiques pour la plupart des trucs que je vois. Il y en a beaucoup qui y vont par la blague, là. Ils font juste écrire un liner, là, une petite blague drôle par rapport au film ou quoi que ce soit. Puis il y en a aussi qui vont dans les 8 paragraphes et tout, là. Fait que bon, moi, c'est plus 1 ou 2 paragraphes. Est-ce qu'on peut s'insulter? Ben, tu peux dialoguer par après, tu pourrais, là, mais tu sais, ça ne faut pas un gros trend général. Tu vas en dessous de la critique de quelqu'un me dire t'es ben niaiseux de faire ça. Là. Écoute, c'est pas comme ça que je fonctionne. Des fois, je dialogue, mais j'insulte pas. Fait que je sais pas si tu te fais bannir rapidement ou tu peux signaler, sûrement. Mais qu'est-ce que. Je sais plus où je voulais aller avec ça. Je disais que tu fais ça. Ah oui, puis là, des fois, ben, je reçois des alertes quand des gens. Like ma review. Puis là, ça me fait rire parce que, mettons, pas ça me fait rire, ça me fait sourire parce que j'avais parlé il y a déjà 1 an de cela de voyons, la misogynie à l'ère numérique. Je me souviens plus comment ça s'appelait, là, le documentaire de Léa Clermont-Dion. Je vous salue, salope. Oui, exactement, c'est ça. Puis là, il a ouvert en France, il a ouvert à l'international. Puis là, on dirait que je recommence à avoir des petits cœurs sur. Puis je l'avais bien noté, là, 4-5 étoiles. J'avais vraiment beaucoup aimé ça. Fait que je recommence à avoir des petits telle personne a aimé. Puis là, je fais OK, des fois, c'est pas ça. Ça sort à l'international. Là. Tout le monde est toujours en train d'écouter n'importe quel film, là, c'est pas grave, mais. Tu vois des trends. Là, en ce moment, tout le monde écoute dans mon réseau Testament. Là, on va en parler tantôt. Il vient de sortir. Il y en a qui ont vu des premières des affaires. Fait que pendant 1 semaine ou 2, ça grouille beaucoup. Puis après, ça meurt un peu. Puis là, des fois, c'est ça. 4 mois plus tard, il y a plein de Français qui reviewent mon truc parce que j'écris mes affaires en français. Fait que je pense pas que les Japonais vont aimer mes reviews tant que ça. Là. Puis la question qui tue. Est-ce qu'avec cette acquisition-là, on va ouvrir un OnlyFans Letterboxd? C'est à y songer. Un OnlyFans Letterboxd, fait que tu fais des reviews sexy de films, genre? Dans une salle de cinéma. Le comble. Mais sinon, confession, moi aussi, j'avais déjà une petite idée. Il y a une 20aine d'années, j'avais en tête un site où les gens pouvaient mettre leur production vidéo, des courts-métrages et des trucs de même. OK. Peut-être 1 an avant que YouTube apparaisse finalement. C'est ça. Mais avoir l'idée, c'est une chose. Après ça, c'est... les moyens de le faire. Ouais, c'est ça. Puis aller chercher, parce qu'il y en a plein de ces gens-là qui ne programment pas eux-mêmes les affaires. Tu n'as pas besoin d'avoir les compétences. Il faut que tu aies la compétence pour leader l'équipe, puis financer, puis aller de l'avant, puis pousser, puis avoir des investisseurs. C'est pour ça que le projet n'a pas été plus loin, parce que j'étais tout seul dans mon coin, sans aucune connaissance technologique. Mais bref, je voyais ce besoin-là, quand même. Puis dans les besoins, j'ai connu des gens qui développaient une application quand même très pertinente. Puis comme ça, là, pendant 1 an, là, ils ont eu du financement, ils ont eu une genre de bourse, ils ont mis du temps, mais finalement, ça n'a pas marché parce que des fois, s'il arrive juste... Comme un peu quand on a 3 films qui parlent de chef d'orchestre la même année, là, ben toi, tu travailles sur ton application parce que tu sens qu'il y a un besoin, puis tu réalises qu'il y en a une. Aux États-Unis, en Californie, quelqu'un travaille sur la même application que toi, puis ben, ils prennent les devants, puis t'es comme, bon, ben, on abandonne. Si t'es chanceux, ils t'acquièrent pour ramasser ce que t'as fait, sinon tu fais juste être écrasé, c'est tout. Bon, ben, ça fait... j'ai une nouvelle. Ah oui, ben vas-y. Peut-être que je t'ascoupe même. En développement, il y aura un film sur Martin Luther King Jr. C'est Universal Pictures qui ont acquéri les droits de la biographie de Jonathan Haig, King A Life. Et c'est Chris Rock qui va produire et réaliser le film. Ben oui, quand même. Et ouais, c'est ça. Et ben, il a déjà réalisé quelques trucs. Ah ouais, j'ai pas... ouais, un peu plus indie, je pense, mais il a réalisé des affaires. Il produit de plus en plus. Puis un de ses rêves, je pense, depuis très longtemps, c'était de s'associer avec Spielberg. Alors, Steven a accepté. Il sera executive producer, donc coproducteur. Mais il n'y a pas de date de tournage pour l'instant et tout, mais... Quand les nouvelles sortent comme ça, c'est ça. Le casting peut tomber assez rapidement. Je sais pas, j'ai pas noté ce qui était au scénario ou quoi que ce soit. Là. Je sais pas moi non plus, j'ai pas noté. Je sais pas si Will Smith sera embauché pour jouer Martin Luther King. Je pense pas. Ben, c'est pas mal ça, parce qu'on sait pas grand-chose de plus. On n'a pas de comédien, pas de scénariste, pas de tournage, mais ça a l'air sûr que ça va sortir à un moment donné. Surtout que c'est pas un gros gamble faire un biopic sur Luther King. D'ailleurs, je suis un peu surpris qu'il y en ait... Ben, il n'y en a jamais eu comme tel. Oui, officiellement. Des moments puis des choses comme ça. Mais... Peut-être pour la télé, mais au cinéma, effectivement. Pourtant, on a eu Malcolm X. J'aurais pensé que dans ces années-là, peut-être qu'on aurait eu droit à un film. Mais ouais, curieux. Peut-être que ce serait John David Washington.
Après peut-être. Denzel qui a fait Malcolm X. Ça serait très drôle quand même. Voilà. On pourrait même faire un crossover. Sinon, de bon côté, autre nouvelle quand même assez intrigante. On sait que des fois, ça arrive que des films sont tournés en 2 parties, comme Dune ou à l'époque, c'était Retour vers le futur 2 et 3, puis qu'on fasse une sortie. Mais deux n'ont pas été tournés en même temps. Ouais, OK. Fait que, mettons, Retour vers le futur 2, 3. Ouais. Les Seigneurs des Anneaux. Seigneur des Anneaux, ouais, ça avait été tourné back-to-back en même temps, même dans le désordre. Ben là, c'est le western de Kevin Costner OK. qui s'appelle Horizon, An American Saga. Donc, c'est le projet, entre autres, qui l'a fait quitter la série Yellowstone. OK. C'est un projet que Costner porte depuis la fin des années 1980, donc je pense même avant Dances with Wolves. Il aime ça, les westerns, lui. Oui, c'est vraiment sa talle. Et au cinéma, il est très bon quand même, parce que Dances with Wolves, pour moi, est dans mon top. Wyatt Earp, même si c'est pas lui qui l'avait réalisé, était très bon. Je l'ai pas vu, lui, mais il est assez long. Hein, ouais, c'est un 3 heures et quelques. Open Range, je pense qu'ils sont peut-être dernier officiel début des années 2000, qui était quand même bien, il n'avait pas eu le succès des autres. Là, mais alors là, on a annoncé les dates de sortie. Donc, c'est un western qui se passe un peu avant, pendant et après la guerre civile américaine et avec l'expansion de l'Ouest américain et tout ça. Donc, première partie, 28 juin 2024. OK. Deuxième partie, 16 août 2024. OK, pas le temps de niaiser. Là. Non, ça, c'est la première fois que je vois ça, une sortie autant rapprochée. Retour vers le futur, je pense que c'était 6 mois, 8 mois. C'était, je pense, Thanksgiving, puis l'autre, c'était au mois de mai. Mais là, 6 semaines, il y avait eu un gros gamble. Où tu vois les 3 mousquetaires. Je pense qu'ils ont tourné aussi. Ouais, c'est vrai. Presque en même temps. Ouais. Puis c'est 1 an. 1 an. À peu près. 8 mois, là, genre 10 mois. Ben, tu sais, c'est ça. C'est comme 6 à 8 mois. Ouais, mais là, comme 2 mois. Et à peine, là. C'est en plein été en plus, avec tous les gros films. Début de l'été, fin d'été. Fait que je trouve ça intéressant. Je suis curieux de voir. Puis écoute, ça ne sera pas terminé non plus parce que son projet de rêve, avec que ce soit 4 parties. Le 3, normalement, a déjà eu le feu vert, donc devrait être tourné prochainement. Là, avait été mis sur la glace à cause des fameuses grèves, mais ça devrait reprendre. Donc, quand même un gros projet. Là. J'ai hâte de voir ça. C'est-tu avec Paramount qui fait tout ça? C'est Warner, quand même, qui est derrière ça. Fait que c'est un grand studio. Puis, écoute, on semble y croire. J'espère que ça va être bon, honnêtement. Ouais, c'est beaucoup de western en peu de temps. Mais... Ouais. En fait, il ne faudrait pas que ça soit genre 3-4 films de toutes 3h10. Là. Je pense que le monde serait saturé. Ouais, c'est ça aussi, c'est l'autre question. C'était fait généralement, à peu près 2 heures. Ouais, c'est ça. Mais écoute, des films de Kevin Costner réalisés par lui en bas de 2 heures, je pense que j'en connais pas. Ouais, c'est ça. C'est lui qui réalise en plus. Puis il joue. Est-ce qu'il est la vedette principale? Oui. Ouais, c'est ça. Il aime ça. Hein? Ouais. Il aime pas. Ouais. Il me sort le contrôle. Ouais, ben il n'est pas tout seul. Là. Eastwood l'a fait aussi pas mal, mais. Donc, à suivre à l'été 2024, un petit peu quand même. Mais bon. Alors, laissons la chance au coureur. Moi, pour les nouvelles, ça fait un petit peu le tour d'horizon. Ouais, c'est ça. Il y a eu plusieurs bandes annonces cette semaine. Rien de très totalement marquant, incontournable. Les amoureux de Jason Statham, ben, vont avoir droit en janvier à un nouveau film d'action de Beekeeper qui semble être toujours aussi délirant les uns que les autres. Là. Écoute, ce que je remarque dans la plupart des bandes annonces que j'ai vues, c'est qu'il y a beaucoup de sorties pour janvier. Puis janvier, c'est pas une grosse période de sortie. Fait qu'il y a des films d'action puis des films d'horreur. Ouais. Il y a Night Swim, qui est une coprode de Blumhouse puis Atomic Monster, qui était l'adaptation en long métrage d'un court métrage d'une espèce de genre de piscine maléfique. Okay. Fait que ici, on semble vouloir recréer, ça sort le 5 janvier, là, la stratégie Megan, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre puis que ça soit un petit peu cool. Qui ont une mise en marché agressive, Blumhouse, d'habitude, là, sur les films d'horreur, là, que... Très, très hip et très jeune. Fait que ils peuvent, c'est un film qui leur coûte 8 millions à faire. Ils sont capables d'aller faire 75 avec ça. Puis c'est un succès. Là, c'est un coup de circuit. Il y a la bande-annonce plus longue de Priscilla de Sofia Coppola qui est sortie. Puis ça pique beaucoup ma curiosité. Là, on a l'air à traiter beaucoup le fait qu'elle avait comme 16 ans quand Elvis la courtisait. Bref, c'est un peu ça. Là. Rien de gros blockbuster insoupçonné.
Écoute, on attaque les nouveautés. Ben oui. Alors, tu parlais de films d'horreur. Restons dans l'horreur. Pourquoi pas? Avec The Exorcist, Believer de David Gordon Green. Au Québec, L'Exorciste le Croyant. Avec Leslie Odom Jr., qui a joué dans une couple d'affaires, mais je ne reconnaissais pas particulièrement, qui fait le père d'une des deux jeunes filles. Les deux jeunes filles qu'on a vues, qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, vraiment. Il y en a une qui c'est littéralement son premier projet, c'est l'autre ça, a fait souvent des caméo. young quelqu'un dans un film, là, donc 3 minutes, même pas 1 minute d'écran. Ellen Burstyn, qui était dans le premier Exorciste, qui revient, parce qu'en fait, ici, c'est la suite directe à l'Exorciste original de 1973, c'est ça? C'est ça. Fait qu'il va y avoir 2 adolescentes qui vont aller jouer dans les bois et réapparaître après une absence de plusieurs jours. Et leurs parents vont réaliser tranquillement qu'elles ont changé de personnalité, qu'elles sont rendues très étranges et qu'elles seraient peut-être démoniaques, possédées. Voilà. Alors, ne sachant trop quoi faire, ils vont finir par rentrer en contact avec Chris MacNeil, qui est une genre de survivante d'un cas d'exorcisme très célèbre qui avait impliqué sa fille 50 ans plus tôt. Et c'est donc le personnage d'Ellen Burstyn. Fait que c'est ça. Bon. C'est un film qui s'appelle L'Exorciste, donc on s'attend à ce qu'il y ait des petites filles possédées ou des gens possédés et qu'on tente de les exorciser. Alors, petit retour en arrière, David Gordon Green est celui qui nous avait donné cette nouvelle trilogie d'Halloween il y a quelques années, 2018 déjà. Dans les dernières années. Oui, c'est ça. Donc, et cette... même approche, donc on y allait avec de nouvelles suites carrément à l'original. Si le premier Halloween avait été, moi, pour ma part, une belle surprise, j'avais vraiment adoré. Les deux autres, deuxième et troisième films étaient vraiment moins supérieurs. Mais... Je pense qu'on s'était égaré à vouloir faire une trilogie puis qu'on n'avait pas assez de substance. C'est ça, on a pressé le citron, mais les films ont tellement fait d'argent, fait qu'évidemment... On est allé chercher l'équipe de Gordon Green et ses scénaristes, dont Danny McBride, qui est aussi un comédien, je pense. Un comédien comique. C'est ça. Donc, pour mettre leur sauce à la franchise Exorcist, qu'on tente de renouveler, parce que faut dire, le film original de 1973 est peut-être, je pense, un des films dans le top 10 qui a accumulé le plus de recettes au box-office. Si on ajuste évidemment avec l'inflation, ça avait été un phénomène culturel incroyable, parce que c'était le premier film de ce genre-là à être amené au cinéma. Mm-hmm. L'horreur existait un peu, mais c'était encore très niché. On avait eu Psycho avec Hitchcock, mais c'était dans l'horreur léger, plus slasher, c'est ça, pareil, effectivement. Ouais. Un squelette qui se berce. Là. On a vu Le bébé de Rosemary en 1968 de Roman Polanski, où l'on versait dans le satanisme et tout ça. Puis on a vu Night of the Living Dead en 69, mais qui avait un bon succès, mais quand même très limité. Alors, The Exorcist était devenu le film que tout le monde devait voir. Évidemment, les médias s'y intéressaient parce que les gens dans la salle s'évanouissaient, sortaient du lobby pour aller vomir. Se tournaient la tête. Beaucoup, mais bien sûr, amenaient de l'eau bénite, tout ça. Leur chapelet pour voir le film. Mais non, ça avait causé quand même certaines controverses, évidemment, le côté du catholicisme, la façon qu'on montrait. Puis il y avait quand même des scènes dérangeantes, évidemment. La jeune Reagan le crucifie, qu'elle se plante dans une partie intime et tout ça. Donc, et puis, par la suite, on a tenté quand même de faire des suites, mais qui ont eu beaucoup moins de succès. Donc, en 1977, c'est considéré comme une des suites les plus mauvaises du cinéma, et avec raison. Puis, curieusement, le réalisateur, c'est quand même un gros réalisateur d'époque, John Boorman, qui avait fait Deliverance quelques années plus tôt. Okay. Puis, lui avait été approché pour tourner le premier film, qui avait refusé. Il disait que ça ne devrait pas être tourné, ça n'a pas... C'est scandaleux et tout ça, puis finalement, va tourner la suite, puis il en fait un navet. En 90, mais il faut dire que le film de 1977, l'auteur du roman et aussi scénariste de l'original, William Peter Blatty, n'était pas du tout impliqué. Pour 90, on avait un troisième film où là, c'est William Peter Blatty qui a en plus réalisé le film, tiré d'un roman. Donc, il avait au début des années 80 publié un deuxième roman, une suite à L'Exorciste, qui devait être un film à l'original. Okay. Qu'il avait développé avec William Friedkin, le réalisateur original. Finalement, il s'était pas entendu, comme on dit, des divergences artistiques. Okay. Fait que Friedkin, finalement, s'était désisté du projet. Blatty avait décidé de finalement changer son scénario pour un roman. Fait que bref, en 90, on a fait une suite qui était quand même assez intéressante.
puis qui allait vraiment ailleurs, parce que dans le roman original, il y a vraiment une sous-enquête policière tout au long du roman, de l'intrigue, qui est un peu évacuée dans le film, mais il y a quand même un inspecteur qui est présent, puis c'est vraiment lui qui prend la place dans le troisième film, donc on ramenait à cette enquête-là là, du roman original. Ensuite, en 2004, on a tenté de faire un prequel, parce que là, c'était la mode aussi des prequels à cette époque-là. Donc, ça s'appelait comment? Ça s'appelait... Quelque chose de Beginning? Oui, Exorcist The Beginning, qui mettait en vedette Stellan Skarsgård, qui jouait le jeune Father Merrin, qui est évidemment le personnage incarné par Max von Sydow dans l'original. Ouais. Donc, on voyait finalement cette première confrontation-là avec le démon Pazuzu, qui est le démon dans Exorcist. Le film avait, en fait... À l'origine, c'était Paul Schrader, qui est quand même plus un scénariste qu'un réalisateur, mais quand même un scénariste qui a fait Taxi Driver quand même, dans les années fin 70-80, qui était très en vogue à Hollywood. C'est lui qui devait tourner le film. En fait, il a fait le film. Le studio ont désavoué son film, son cut, son montage. Donc, ils ont ramené Rennie Harlin, qui est vraiment un réalisateur tâcheron des années 90. Là. Peut-être son meilleur film, c'est Die Hard 2, là, pour te dire. OK. Puis, fait qu'on a retourné le film. Fait qu'en 2004, on a eu sa version de Rennie Harlin, qui avait quand même bien fonctionné, là, tu sais, qui n'a pas été c'était pas un grand film, mais qui avait quand même remporté de l'argent au box-office. Mais en 2005, on a ressorti la version de Paul Schrader qui s'appelait Dominion. Donc, en l'espace de 2 années... C'est comme le même film, mais monté différemment. Oui, effectivement, c'est ça. Fait que... Mais celui-là est tombé dans l'oubli. Alors, c'est un peu la petite histoire d'Exorciste. C'est ça. Alors, cette suite, écoute, c'est drôle parce que en même temps, tu sais, le film ici... dit que ça se passe 50 ans plus tard. Dans la vraie vie, ça fait 50 ans. Mais entre-temps, c'est plus le même distributeur, c'est plus la même production qui possède tout ça. Genre. Fait que c'est même pas tant un coup... oui, la sortie de lui tombe au même moment que l'Exorciste original. Il a été restauré en 4K. Il est disponible en Blu-ray. Il y a eu certains cinémas qui ont fait des projections, surtout qui ont fait des projections de l'original, puis après du nouveau ici. Ouais. Mais finalement, il y en a un qui est à Warner, puis l'autre est rendu à Universal à Star. Ça arrive à l'occasion, des fois, les droits changent de main comme ça. Alors, qu'en est-il de ce nouveau Exorciste? Écoute, c'est un peu comme quand Denis Villeneuve s'était attaqué à Blade Runner 2049, genre 30 ans après l'autre. Si t'as beaucoup à perdre, peu à gagner, comme on dit. Fait que finissons les comparaisons avec Blade Runner, là, ça s'arrête là. Oui. On est quand même en deçà ici, je pense, parce qu'on a fait beaucoup de... On est beaucoup dans la surenchère. Fait qu'on reprend ce qu'il y avait dans l'original, puis on le refait, tu sais, ne serait-ce que il y avait une fillette, une adolescente possédée, là, il y en a 2, tu sais, il y a comme... On joue là-dessus, on essaie de mettre du piment avec un peu d'elevated horror en mettant un backstory, donc une histoire plus dramatique à des personnages principaux pour voir d'où ils viennent pour en arriver là, puis des choses comme ça, alors que le premier, ça fait très longtemps que je l'ai vu, tu l'as vu plus récemment, mais c'était la fille jouait avec un Ouija, puis... Oui, mais pour l'avoir écouté tout récemment, en version restaurée. C'est quand même très long et lent avant que ça embarque. Et non, au contraire, on met beaucoup d'emphase sur les 3 personnages. Donc, le prêtre de Max von Sydow, fait par Karras, qui est l'autre prêtre plus jeune, et quand même le rôle d'Ellen Bernstein, qui est une comédienne. On la voit quand même beaucoup au travail, tourner, tout ça. Donc, Regan apprend vraiment plus d'importance à partir de la deuxième partie du film, sinon au début il est un peu là et tout. Là. Fait que je pense qu'on a voulu beaucoup émuler ça, justement, mais essayer de définir ces personnages-là, mais sauf que dans l'original, je pense que la caractérisation et l'écriture étaient beaucoup mieux réussies et les enjeux envers les personnages étaient beaucoup plus importants. Alors qu'ici, tu l'as mentionné en sortant, ça demeure trop superficiel, malheureusement. Là. Je pense qu'on n'arrive pas au plein potentiel de ce que ça pourrait pu être, malheureusement. C'est ça. Mais c'est intéressant, le clash d'une famille qui est plus tant religieuse, l'autre qui est très croyant. Il y avait de la matière, mais c'est ça. Je pense qu'il manque un petit quelque chose. Cela dit, c'est quand même un des gros films d'horreur de ce mois d'octobre. Je pense que pour une soirée de frousse, faut juste pas s'attendre à... Tu sais, mettons, La Nonne 2, il y a un jump scare
trop souvent, peut-être. Là. C'est un peu... on a l'air difficile. Là. Ouais. Dans la nonne, il en a trop. Dans lui, il en a pas Ouais. assez. Ben, Mais et c'est ce qui est un peu drôle parce que on dirait que ce nouveau exercice-là imite la recette du vieux, du prédécesseur, mais on est à une autre époque. Le film d'horreur, même le film en général, a tellement évolué de plus. Fait que effectivement, attendez-vous pas à avoir des sauts ou 10 minutes comme des films de la Conjuration et tout cet univers-là. Là. Fait qu'on est vraiment ailleurs. On tente de donner quand même un certain réalisme à tout ça. Puis je pense ce qui faisait la force de l'exercice, c'est justement on n'était pas dans les jump scares, mais plus dans la terreur de voir de ce qu'on nous présente à l'écran, surtout amené d'une façon très réaliste. Il faut dire qu'en plus qu'on avait des trucages physiques, on n'était pas à l'ère numérique. Donc, c'était encore plus impressionnant parce que j'ai trouvé que tout demeure, là, quelques images près, assez réaliste quand même. Puis même dans les maquillages et tout ça, on évoque beaucoup ceux de Reagan dans L'Exorciste. On a eu la même recette. Là. Fait que moi, à ce niveau-là, j'ai trouvé ça quand même assez bien réussi. Mais c'est sûr que c'est pas un film. Le but du film, je pense, est différent de ceux de La Conjuration. Disons ça de même. Je pense. Ouais, ce qu'on essaie de provoquer, peut-être. Puis aussi, on dirait qu'on n'a pas trop voulu se mouiller sur juste la religion catholique. Fait qu'ils ont mis comme plein de religions et de branches du catholicisme. En 2023, on unit tout le monde ensemble. Pas tout le monde. Il n'y a pas des rabbins non plus, mais dans les branches catholiques, je pense qu'on est là. Puis tu nous disais qu'il y a forte rumeur que ce n'est pas la fin. Là, ça a été vraiment annoncé comme une nouvelle trilogie en partant avec le premier film. Okay. Le deuxième est déjà annoncé pour Pâques 2025. OK. Fait qu'on sort de l'Halloween un peu. Ouais, là, on va aller ailleurs. Donc, on va vers l'autre une autre fête religieuse. Le troisième, pas date encore. Fait que là, peut-être que le box-office va venir changer la donne un peu, je sais pas, mais en tout cas, au moins, assurément, il va y avoir une suite. Bien que la fin n'est pas tant ouverte que ça non plus. Fait que je suis curieux de voir c'est sûr qu'un truc de possession comme ça, tu peux suivre un peu le démon si tu veux, mais tu peux laisser Fillette là tranquille. C'est ça. Est-ce que tu reviens 3 fois avec elle? Ça serait beaucoup. C'est ça. Est-ce que dans tous les autres exorcismes, 2 puis 3, c'est toujours Pazuzu? Je sais plus trop. C'est le même démon, effectivement. Dans le 2, c'était Linda Blair qui revenait, Regan McNeil, qu'on l'a retrouvé 4 ans plus tard, donc... Elle était âgée de 16 ans à peu près. Là. C'était encore elle qui était possédée? Elle avait encore comme des éléments du mal en elle. Okay. Mais c'est un film qui était très métaphysique, fait que ça faisait comme pas de sens. Puis d'ailleurs, Ellen Bernstein, elle s'était pas impliquée, elle voulait pas revenir. Je pense qu'elle trouvait le scénario. Mais Linda Blair, en entrevue, elle avait dit que le scénario avait beaucoup changé aussi, là, ce qui arrive souvent. Là, fait que quand le réalisateur arrive des fois avec son équipe, lui va changer les trucs, puis ça a l'air qu'il faisait beaucoup de réécriture en cours de tournage aussi, fait que ça donne peut-être un peu. Ouais, c'est pas pour ça que tu avais signé. Puis... Ouais, alors que le 3, on ramenait en fait le père Karras qu'on pensait décéder à la fin du tome 1, du premier film. Mais finalement, il était toujours en vie, mais avec le démon à l'intérieur de lui. Okay. Donc ça se déroulait principalement dans une asile et tout ça. Petit fun fact sur Linda Blair qui en fait ne tenait pas à revenir dans le film, ne voulait pas replonger nécessairement dans ses souvenirs-là, mais par contre, elle était présente sur le plateau. Donc, comme conseillère pour les jeunes filles. Okay. Donc, justement, elle avait 12 ans quand le film avait été tourné à l'époque. Là. Fait que juste pour s'assurer que tout se passe bien, là, puis créer un safe space aujourd'hui, ces espaces sécuritaires qui sont très à la mode. Fait quand même, je trouve que c'est un beau clin d'œil pour elle là, de la ramener juste à ce niveau-là. Si ça peut être utile. Bon. Je ne sais pas quel segway utiliser. Est-ce que... allons-y. On tente d'exorciser c'est ça. l'histoire, les démons de l'histoire, parce qu'on sait que l'histoire, elle n'est pas toujours... bienveillante sur toutes les cultures, sur toutes les populations. Bref, testament de Denis Arcand. C'est ça, avant de s'embourber davantage. Si je ne me trompe pas, c'est le 25e film de Denis Arcand. On va suivre à l'âge de 70 ans, Jean-Michel Bouchard, qui est joué par Rémi Girard, qui est un archiviste retraité, mais qui travaille encore à temps partiel, qui est un peu déconnecté là, de cette
nouvelle époque. Là. Il s'y retrouve plus vraiment. Fait que il vit sa vie paisiblement, mais disons qu'il attend tranquillement la mort. Puis, entre 2-3 prises de bec avec Suzanne, jouée par Sophie Lorrain, qui est la directrice de la maison de retraite où il habite. Mais leur routine va être perturbée par l'arrivée d'un groupe de manifestants qui exigent le retrait d'une grande fresque murale dans l'établissement qui juge offensant pour les Premières Nations. Fait que de ça va découler une galerie de personnages et de différents milieux, de différentes... je sais pas comment dire, mais de différents lieux que M. Arcand aime bien fusiller. Si on... Ouais, différents courants de pensée. Et fusiller tout ça, de donc, cynisme. Voilà. Bien sûr. Et que tout le monde est là. Rémi Girard, Sophie Lorrain, Marie-Mé, première apparition au cinéma. Elle avait déjà fait des voix, mais jamais en real person. Guylaine Tremblay, Caroline Néron, Denis Bouchard, tout le monde, Louis-José Hood. Petit caméo Dave Jacques, Robert Lepage, fait que plein de comédiens qui fait partie de la filmographie de Denis Arcand. Oui, voilà. Et déjà, en tout cas, on y viendra, mais le fait de testament, il y a un peu peut-être une mise en abîme de est-ce que ce serait en fait son dernier film, lui qui a maintenant 82 ans, donc il a dû être tourné à 80-81 ans. Oui, puis ça, tu me mentionnais, c'était son 25e film, mais son 4e seulement en 20 ans. Donc, depuis les invasions barbares, il prend vraiment son temps. Et son dernier depuis 2018, qui était la chute de l'Empire américain, c'est ça? Donc, la chute, le déclin? Non, la chute. La chute, La chute, OK. Ouais. Fait que, écoute, on est dans le cynisme, c'est ça, c'est contre les médias, la bureaucratie beaucoup, la manière de gouverner. Ça, c'est... Tous des thèmes chers. Ouais, c'est ça, exact. Mais on est quand même un certain clivage entre les jeunes et les aînés. On n'est pas trop dans les stéréotypes, mais... La caricature quand même. Ouais, c'est ça, exactement. Plus ça. Par contre, j'avoue que des fois, c'est dur de voir exactement c'est quoi le point qu'il veut prouver là-dedans. Là. C'est quoi l'opinion derrière tout ça, tu sais. Je sais pas, je pense qu'il y a une certaine neutralité, c'est-à-dire que tout le monde écope un peu là-dedans. Écoute, j'en cacherai pas, je suis pas le public cible, puis toi non plus, je pense. Là, je vais pas faire d'agisme, mais je crois que dans ce cas-ci, on vise des gens, peut-être des boomers et plus. Là, fait que j'ai de la misère à dire si c'est réussi ou si c'est raté. Je le sais que ça vise pas moi du tout comme film. C'est ça. Moi, mes sentiments, c'est que je pense que c'est un bon film d'Arcand. Je pense qu'il est plus efficace quand il verse plus dans le drame et, je dirais, pas nécessairement l'humour, parce que les invasions barbares, déclin de l'Empire américain, pas tant d'humour que ça, mais il y a des situations absurdes qui proviennent peut-être de situations dans ces films-là. Alors que quand il tente de faire un peu plus de comédie, peut-être un peu moins habile, je pense que ces films-là sont peut-être un peu moins bien réussis. Mais je m'attendais à ce que ce soit plus drôle, peut-être même plus cinglant. Je trouvais qu'il y avait quand même une certaine retenue, parce que la bande-annonce laissait présager quand même quelque chose de plus punché, puis même dynamique, mais c'est un film quand même qui est assez lent, on prend notre temps. Avec ça m'a surpris aussi au niveau du montage. Mais tu sais, je pense que ça s'adresse à un public plus âgé, on s'en cache pas. Je pense que vous allez apprécier ça. Si vous aimez la filmographie de Denis Arcand, allez-y sans problème. Pour les plus jeunes, je pense peut-être moins le film pour vous cette semaine. Puis ça polarise aussi. Puis je comprends peut-être que la génération plus jeune aime moins se faire écorcher aussi. Là. Fait qu'il y a peut-être des petites sensibilités là. Parce qu'Arcand, quand même, c'est ça. Là, il est connu pour quand même pas faire des méchancetés, parce que c'est pas là son cinéma du tout. Je pense qu'il fait juste soulever des questions, des comportements. Je pense qu'il comprend peut-être pas trop où la société est rendue aujourd'hui. Puis je l'ai vu d'ailleurs en entrevue, tout le monde en parle, qui est très, très bon. Puis il porte pas de jugement, puis c'est ça. Il a juste vraiment soulevé des questions, soulevé des débats. Puis il est pas pour, pas contre. Puis ça se voit dans son film non plus. Il écorche quand même autant les plus jeunes que les plus vieux aussi. Là, se moque un peu d'eux. Alors, fait qu'il faut le prendre comme ça. Puis je pense des fois, peut-être les Québécois, on a un peu de la misère avec ce regard-là. Mais je pense que c'est quand même nécessaire, des fois, d'avoir quelqu'un qui porte ce regard-là sur nous, sur notre société.
Fait que bref... Ah ben oui, puis Ouais, c'est ça, comme je dis quand je dis que je veux pas faire d'âgisme, j'ai aucun mal-être à ce que ce film-là existe puis soit là. Puis c'est pas parce qu'il est plus âgé que ça m'intéresse pas. Là. C'est juste dans ce cas-ci, disons. Là. Bon, ça, Puis je comprends très, très Je suis bien allé le ton voir point. de relativement bonne foi, là, même si je n'étais pas convaincu de la bande-annonce. Mais je souhaite tout le meilleur, puis je suis convaincu que ça va fonctionner Je pense qu'il va y avoir un certain salle. bon succès, Oui, effectivement. Je pense que ça va aller chercher vraiment... c'est une génération de cinéphiles qui apprécie ce cinéma-là. Puis, il faut quand même dire que les comédiens sont tous très bien, là. Mm-hmm. Il n'y a pas de performance à vie qui vont marquer le cinéma, mais ils sont quand même tous très solides, là. Ben oui, absolument. Puis ils sont dans leur meilleur emploi, si on veut. Guylaine Tremblay qui pète des coches, puis des choses comme ça. Tu sais. Heureusement qu'on sait qu'elle peut faire plein d'autres choses, parce que là, avec 23 décembre, puis avec Testament, ça fait 2 fois. Là. Marie-Mé, écoute, tu s'en sors bien, mais c'est pas non plus... Je m'attendais un rôle de plus d'importance, d'un plus gros impact, honnêtement. Je pense qu'il y a 16 lignes dans le film. Là. Je pense un peu... pas le défaut du film, mais d'avoir trop de caméos comme ça, au bout du compte... tous des personnages qui auraient pu être joués par peut-être des gens moins connus. Puis peut-être que ça aurait un meilleur impact, alors que là, c'est tous des visages qu'on voit qui viennent faire leur petit moment, 2-3 lignes. Des fois, ça sort un peu du film, ce genre d'approche-là. Puis Sparkan n'est pas le seul à faire ça. Là. Beaucoup de réalisateurs aussi, des fois, le font. Là. Fait que, je sais pas. Ouais, puis c'est pas que tu as besoin de les payer super cher, c'est parce que tous tes amis, puis ils disent « Ah ben oui, ça va être le fun, non, puis je veux jouer, puis OK, fais ça. » Mais oui, fait que, tu sais, le film, c'est vraiment Rémi Girard puis Sophie Lorrain, principalement, mais c'est le fun de voir comme leur relation qui va se nouer tranquillement. Tu sais, Lorrain qui est vraiment la directrice d'établissement, très en contrôle, mais qui va tranquillement perdre le contrôle avec ce run-marée-là médiatique et de revendication. Fait que lui qui est une tête pensante, comme, tu sais, il y a une certaine continuité, comme on disait, que le personnage de Rémi Girard dans les films de Denis Arcand, bon, il décède dans Les Invasions, mais il pourrait être toujours le même, là, cette espèce d'érudit, enseignant universitaire, un peu homme de lettres intellectuel. Là, qui porte un regard très détaché, lucide sur ce qui se passe dans la vie autour de lui. Là. Ouais, effectivement, c'est vraiment un alter ego d'Arcand. Ouais, c'est ça, je pense bien, en effet. Puis, qu'est-ce que je voulais... Je voulais ajouter une chose, j'ai oublié. C'est tout. Je sais plus. Ça m'est sorti de l'idée. Fait que... Donc, Testament, c'est quand même un film que je comprends qui polarise. Des fois, déjà dans les premières critiques, là, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment moins bien. Là. J'ai pu suivre un peu parmi les critiques de films québécois. Donc, j'aurais été très curieux de savoir ce que le défunt Marc-André Lucier aurait pensé de ce film-là, lui qui a suivi aussi Arcand une bonne partie et tout. J'aurais été très curieux. Ben, écoute, peut-être aussi que c'est un peu le défaut des fois, là, au Québec, on veut pas... ça revient vite, là, puis t'es pas là pour écœurer les gens, c'est ça. Fait que on prend tout avec un grain de sel aussi. Il n'y a pas beaucoup d'autres sorties où elles sont très, très nichées, mais j'ai noté quand même The Royal Hotel de Kitty Green, qui est très indie dans son cinéma. Elle avait fait The Assistant il y a 1 an ou 2. Ça avait quand même un peu passé dans l'oubli, mais c'était librement inspiré de l'affaire Harvey Weinstein, où on suivait vraiment une secrétaire, une adjointe dans un milieu très oppressant, très toxique. Et là, ici, elle s'est inspirée du documentaire Hotel Coolgardie, où là, à l'origine, c'était des Finlandaises, mais ici, ça va être 2 jeunes Canadiennes qui parcourent l'Australie, puis à court d'argent, parcourent l'Australie en backpack, puis là, ils vont manquer d'argent, ils vont être embauchés dans un bar dans le fond d'un village minier pour être les waitresses, puis il faut qu'elles dorment là et soient les barmaids tout le temps. Mais plus ça avance, plus ils vont se rendre compte que c'est un endroit très mal famé où règne le machisme et elles ne sont que de la petite viande fraîche pour leur servir des bières et tout. Très toxique. Fait que ça se présente vraiment comme un suspense, comme un peu un film d'horreur, comme l'horreur de la vraie vie, si on veut, mais c'est
ça va pas venir macabre nécessairement, mais... Pas un slasher film. Ouais, c'est ça, mais de comprendre juste le mal-être des deux jeunes filles. Fait qu'il y a encore Julia Garner qui était dans The Assistant, justement. Jessica Henwick. Il y a Hugo Weaving, qui est un Australien à la base, qui fait un petit bout qu'on a vu, je pense, Weaving, me semble. Peut-être, ben écoute, il a été dans le terrible Mortal Engines, qui était supposé être un genre de 4-5 films, puis que le premier s'est crashé comme un accident de robot métallique. Et lui joue le tenancier du bar qui est une belle merde. Fait que j'ai pas vu, je pense qu'il est juste à Montréal en version anglaise, mais je suis quand même très curieux de voir ça. The Assistant non plus, j'avais pas eu la chance de le voir, mais ça m'avait vraiment interpellé. Mais écoute, c'était resté 1 ou 2 semaines dans les quelques cinémas au Québec un peu plus nichés, là. Fait que voilà. Ça conclut. C'est juste ça les sorties cette semaine. Mais en fait, c'est plus notre durée standard. Là. On a eu quelques semaines où on frisait l'heure de podcast. Le 20, ça va être une grosse semaine. On vous prévient tout de suite. Le 20, il y en a vraiment beaucoup. Puis en plus, nous, il va falloir retrouver le moyen de voir le Scorsese, justement, autre octogénaire qui nous offre des films de 3h25. Là, oui. Ah là là, ce sera pour un défi pour dans 2 semaines, parce que la semaine prochaine, le 13 octobre, Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. J'ai très hâte de voir ce film-là, ce petit ovni, comme on dit. D'autant plus que la réalisatrice a remporté un prix. C'est-tu à Venise? C'est dans le Off de Venise ou quelque chose comme ça. C'est les Venice Days qu'ils appellent. Fait qu'il y a comme plein de petits festivals à Venise à ce moment-là. Vers un avenir radieux, film italien, en parlant de Venise, de Nanni Moretti. Mais la grosse affaire, c'est le concert de Taylor Swift, The Eras Tour. Shake it off. C'est ça. D'ailleurs, j'avais lu, j'ai laissé passer des nouvelles, mais que probablement que Beyoncé allait sortir aussi un de ses spectacles au cinéma et faire à peu près la même affaire là, de deal de 4 semaines, etc. Fait que... Est-ce que ça va être la nouvelle mode? Parce que vu les sous que Taylor Swift risque de remporter... on parle qu'il y a déjà 100 millions de dollars d'accumulés en pré-vente. Ouais. Fait que ça va brasser, je sais pas. Je pense qu'à un moment donné, ça va plafonner. Là, je crois pas elle va pas faire 275 millions, là, parce qu'à un moment donné, le film il est assez restrictif là, dans sa durée et ces choses comme ça, mais... Ça va être assurément, je pense que c'est déjà le concert au cinéma le plus lucratif. Là. Demandez pas où seront vos ados la fin de semaine prochaine. Oui, c'est ça. Ceux qui vont être dans les salles de cinéma, vous entendez taper des pieds, posez-vous pas de questions. Exactement. Fait que bref, c'est ça. On vous parle de ça la semaine prochaine. Je sais pas si on va voir Taylor Swift là, en même temps. C'est un spectacle, il n'y a rien d'autre à dire. Ça doit être bon. Hein? Si elle génère... chacun de ces spectacles génère 13 millions de dollars. Après, il y a des coûts, là, mais en brut, là, c'est ça. Pour nous contacter, écrivez-nous au balado@commercialmonciné.ca et on vous invite, comme chaque semaine, à vous procurer gratuitement le magazine Mon Ciné, qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Sur ce, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn, et si jamais vous voyez des croix apparaître à l'envers là, sur vos ados, là, c'est peut-être le temps d'aller consulter un prêtre. Attendez pas pour rien. Non.